Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux élèves de 3e du Collège de Bernica, bonjour chers auditeurs et chères auditrices et bienvenue pour une nouvelle émission d'histoire à la radio. J'espère que les élèves ont passé de bonnes vacances. Nous abordons la dernière ligne droite de cette année scolaire assez chaotique, on va dire, avec un cours d'histoire, en fait 2 chapitres d'histoire. Nous avons terminé le cours de géographie. Et nous allons aborder la dernière partie du cours d'histoire qui s'intitule « Françaises et Français dans une République repensée ». On parle ici finalement de la période qui suit l'occupation allemande et celle du régime de Vichy, avec la refondation de la République. Je vous invite à regarder le chapitre 4 d'histoire dans lequel nous avions parlé de cette période de reconstruction républicaine en 1946 avec la 4e République. Aujourd'hui, dans le chapitre 9, nous allons aborder la 5e République de 1958 aux années 1980. Cette 5e République, vous vous en doutez, succède à la 4e République. C'est donc la fondation d'un nouveau système républicain qui va donc être établi en 1958 et actuellement, nous sommes toujours sous ces institutions de la 5e République, mais ce cours d'histoire s'arrêtera, en ce qui nous concerne, aux années 1980. C'est un cours d'histoire qui portera surtout sur l'histoire politique de la France. Effectivement, l'histoire de la société française durant cette période fera l'objet du dernier chapitre d'histoire, le chapitre 10. Donc nous allons organiser ce cours en 2 temps. Tout d'abord, les années de Gaulle, la première partie, de 1958 à 1969. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, les successeurs de De Gaulle, avec 3 étapes, 69-81, 81 à 86, et puis après 86-88. La question générale qui pourrait guider ce chapitre serait comment évolue la vie politique sous la 5e République. C'est un chapitre qui parle d'histoire politique, mais qui va aussi nous parler d'éducation civique à travers l'étude des institutions. Nous ferons une leçon à part entière d'éducation civique là-dessus, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails du fonctionnement du système. On peut rappeler qu'on parle de république ici, donc une république désigne un système politique dans lequel le pouvoir est exercé par des personnes élues. Le pouvoir n'est pas transmis de façon héréditaire. La République n'est pas toujours synonyme de démocratie. Souvenez-vous par exemple la République démocratique allemande, l'Allemagne de l'Est, qui n'était pas démocratique. Alors on peut faire un rapide rappel. On va parler de la 5e République, mais il y en a eu 4 auparavant. La première, issue de la Révolution française, 1792-1804. 1804 qui met fin à la République avec l'arrivée de Napoléon. Et puis après, il y aura la Restauration et la monarchie de Juillet. La Deuxième République, 1848-1852, avec Louis-Napoléon Bonaparte, qui se termine avec la mise en place du Second Empire, avec toujours le même Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient Napoléon III. Et puis la Troisième République, de 1870 à 1940, qui prend fin avec l'occupation allemande et l'instauration du régime de Vichy par Pétain jusqu'en 1944. Ensuite, il y aura un gouvernement provisoire de la République française et la nouvelle République qui se mettra en place après la Seconde Guerre mondiale sera la 4e République, 1946 jusqu'à 1958. On avait parlé de son travail en ce qui concerne la sécurité sociale et l'amélioration des conditions des travailleurs. C'est aussi une époque qui est marquée, hélas, par la guerre d'Indochine, qui est une guerre coloniale menée par la France en Indochine,
de 1946 à 1954. Et en 1954 démarre la guerre d'Algérie. En 1958, justement, on a affaire à des problèmes en Algérie qui expliquent l'arrivée d'une nouvelle république, la Ve République. Alors, la première partie de votre cours s'intitule « Les années de Gaulle, 1958-1969 », grand A, la crise du 13 mai 1958. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, De Gaulle, vous en avez déjà entendu parler. C'est ce général qui fait l'appel du 18 juin 1940 et qui appelle à la résistance, à l'opposé de Pétain, qui lui va collaborer. Et De Gaulle participera à la libération du territoire français avec les troupes américaines en 1944. De Gaulle participe ensuite, après la libération de la France, au gouvernement provisoire de la République française, dans la période 44-46, mais De Gaulle ne va pas être d'accord avec la classe politique de l'époque, car cette classe politique souhaite réinstaurer une république dite parlementaire, où l'Assemblée nationale est forte, où les partis politiques sont très présents et contrôlent le pouvoir. De Gaulle considère qu'il faut donner davantage de pouvoir au président, qui peut être un élément stabilisateur. Il ne tombe pas d'accord avec la classe politique et il se retire à l'époque de la vie politique. En 1958, et plus précisément au mois de mai 1958, document 1, page 174, on se retrouve en Algérie. De quelle crise s'agit-il? L'Algérie est une colonie française depuis 1830 et à cette époque-là, on peut replacer ça dans le cadre du mouvement de décolonisation que l'on avait vu. L'Algérie, eh bien, elle aussi connaît ce mouvement indépendantiste, on pourrait dire, cette volonté de décolonisation. Et dans ce pays, on a deux factions, deux groupes qui s'affrontent. D'un côté, vous avez des indépendantistes algériens, généralement musulmans, d'origine algérienne. Et puis, de l'autre côté, vous avez les Algériens d'origine européenne, française, descendants des colons, qu'on les appelle les pieds noirs, qui sont plutôt favorables à une Algérie qui reste française, qui reste sous la coupe de la France. En 1958, les affrontements ont déjà commencé entre les deux factions. L'armée française intervient déjà sur place et doit affronter notamment les indépendantistes du FLN, du Front de Libération Nationale. Et là, la communauté algérienne d'origine européenne craint que ce gouvernement, le gouvernement français, ne lâche l'Algérie et abandonne les colons d'origine européenne. Donc il y a une insurrection à Alger, il y a un pillage de certains bâtiments publics, et il y a même les militaires qui prétendent reprendre les affaires algériennes et remettre de l'ordre en France, une sorte de tentative de coup d'État militaire, de putsch militaire, qui se fait jour à ce moment-là. Le président de la République, de cette 4e République, René Coty, va donc appeler au secours un homme qui lui paraît providentiel, c'est le général de Gaulle, qui est retiré dans sa propriété de Colombey-les-Deux-Églises, son petit village, et il l'appelle et il lui demande de venir aider ce gouvernement et le pouvoir de cette 4e République à résorber la crise algérienne et également la crise politique du pays. On peut donc noter sur votre fiche de travail, donc à la crise du 13 mai 1958, à partir de 1956, la guerre d'Algérie devient le principal problème politique en France. Le 13 mai 1958, le soulèvement des Français d'Alger provoque la chute de la 4e République. On va lire le document 2, page 174. C'est donc un texte du président de la République de l'époque, René Coty, un texte donc daté du 29 mai 1958. Nous voici maintenant au bord de la guerre civile, dit-il. Après s'être depuis 40 ans tant battus contre l'ennemi, il pense notamment aux guerres mondiales et coloniales, les Français vont-ils demain se battre contre les Français,
c'est-à-dire les Français de métropole contre les Français d'Algérie. Dans le péril de la patrie et de la République, je me suis tourné vers le plus illustre des Français, vers celui qui, aux années les plus sombres de notre histoire, fut notre chef pour la reconquête de la liberté et qui, ayant ainsi réalisé autour de lui l'unanimité nationale, refusa la dictature pour rétablir la République. Je demande au général de Gaulle de bien vouloir discuter avec le chef de l'État et d'examiner avec lui ce qui, dans le cadre de la légalité républicaine, est immédiatement nécessaire à un gouvernement de salut national et ce qui pourra, à échéance plus ou moins proche, être fait ensuite pour une réforme profonde de nos institutions. On peut donc noter sur votre fiche, le président Coty appelle De Gaulle avec deux L, cette fois-ci la différence de la Gaule peuplée des Gaulois, appelle De Gaulle à la présidence du Conseil, à l'époque c'est le Premier ministre. Il est chargé de résoudre la crise et de rédiger une nouvelle constitution. Alors en effet, cette 4e République pose des problèmes. En dehors des problèmes extérieurs qu'elle a eu à résoudre, guerre d'Indochine et à ce moment-là, guerre d'Algérie, c'est un système qui ne fonctionne pas bien. C'est un système dans lequel l'essentiel des pouvoirs est détenu par l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale qui va élire à l'époque le président de la République et qui contrôle le gouvernement. C'est une république dans laquelle les partis politiques ont l'essentiel des pouvoirs. En effet, c'est un système dans lequel les députés à l'Assemblée nationale sont élus au scrutin proportionnel et ce système d'élection favorise plusieurs blocs de partis différents. Il y a à peu près 9 partis différents, vous vous rendez compte, qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Il y en a 6 qui ont chacun 10-15% des voix. Et ces partis-là changent sans cesse d'alliance entre eux. Donc, ce qui se passe, c'est que l'Assemblée nationale, qui est chargée de voter les lois, n'arrive pas à les voter puisqu'il n'y a pas de majorité stable qui se fonde. Et en plus, lorsqu'il n'y a pas de majorité, eh bien, ils peuvent renverser les gouvernements. Il y aura 22 gouvernements en 12 ans. Il y aura 24 premiers ministres. Il y aura seulement 2 gouvernements qui vont tenir plus d'1 an durant cette période, 1946-1958. Voilà donc une république qui, dans sa conception, n'arrive pas à fonctionner. Et De Gaulle, dans son discours de Bayeux en 1946, avait déjà repéré cette faille et avait proposé un autre système. N'étant pas tombé d'accord, il s'était retiré du pouvoir. Avec le retour de Gaulle, sa vision des choses pourra, à ce moment-là, trouver une issue. On va passer au grand B maintenant du cours. La République gaulienne, document 3, page 175, et on va lire justement ce discours de Charles de Gaulle à l'Assemblée nationale le 1er juin 1958. La France se trouve menacée de dislocation et peut-être de guerre civile. C'est dans ces conditions que je me suis proposé pour tenter de conduire une fois de plus au salut le pays, l'État, la République. Mais ce ne serait rien que de remédier provisoirement, tant bien que mal, à un état de choses désastreux si nous ne décidions pas à en finir avec la cause profonde de nos épreuves. Cette cause, l'Assemblée le sait et la nation en est convaincue, c'est la confusion et par là même l'impuissance des pouvoirs. C'est ce que je venais de vous dire. De Gaulle fait ici allusion aux institutions de la 4e République et à la faiblesse des gouvernements qui changent souvent. Le gouvernement que je vais former, dit-il, moyennant votre confiance, vous saisira sans délai d'un projet de réforme de la Constitution. Alors, on reverra ce projet de Constitution dans les détails dans le cours d'éducation civique, mais on peut déjà donner les grandes lignes. Ce projet de Constitution va être en rupture avec la tradition parlementaire de la République française, et il y aura une volonté de renforcer ce qu'on appelle le pouvoir exécutif, c'est-à-dire président, Premier ministre et gouvernement. Donc il va tout d'abord proposer un nouveau mode d'élection législative, d'élection des députés. Les députés maintenant seront élus à un scrutin uninominal, c'est-à-dire on vote pour un seul nom, un nom de député, à la majorité avec 2 tours.
Et ce système-là, pour les élections législatives, va désormais donner des majorités claires à l'Assemblée nationale et va limiter les risques de confrontation d'ailleurs avec l'exécutif. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on le verra un petit peu plus tard, il va proposer que le président de la République ne soit plus élu par l'Assemblée nationale, mais par le peuple. Mais ça, c'est un petit peu plus tard, en 1962. On verra que le président a également un pouvoir nouveau sur l'Assemblée, puisqu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Donc on renforce les pouvoirs du président. On peut donc noter sur votre fiche de travail De Gaulle, qui n'approuve pas le régime parlementaire, c'est-à-dire qui donne beaucoup de pouvoir au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, entre autres, le régime parlementaire de la 4e République, source d'instabilité gouvernementale, propose une nouvelle constitution qui renforce le pouvoir du président. On peut revoir la définition d'une constitution, page 172, constitution, ensemble des lois qui définissent les droits fondamentaux des citoyens et fixent le fonctionnement du pouvoir politique. Globalement, c'est le texte qui va donner le système politique. De Gaulle est critiqué à l'époque, car compte tenu de la crise en Algérie, le président lui donne les pleins pouvoirs et ce n'est pas l'Assemblée nationale qui va élaborer cette nouvelle constitution, comme du temps de la Révolution française avec l'Assemblée nationale constituante, c'est plutôt lui et les ministres, et notamment Michel Debré. Donc là, c'est un petit peu une entorse au système démocratique. Et puis, il est critiqué parce que cette tendance est une forme de personnalisation, de présidentialisation du pouvoir. Pourtant, De Gaulle, qu'on accuse d'ailleurs en tant que général de peut-être vouloir tenter de mettre en place un système militaire et dictatorial, mais loin de lui cette pensée, De Gaulle va quand même demander l'avis du peuple en utilisant le référendum. Le référendum, vous avez la définition également, page 172. Un référendum est une consultation des citoyens sur un projet de loi ou de constitution. Les citoyens répondent par oui ou par non à la question posée. Et De Gaulle va alors poser la question « Acceptez-vous la nouvelle constitution pour la 5e République ?» Alors on peut prendre le document 1, page 170, qui est une photographie. De Gaulle va présenter la constitution aux Français avant de leur proposer de voter à ce référendum. Vous pouvez remarquer une mise en scène tout à fait exceptionnelle et très républicaine. D'abord la date, le 4 septembre 1958, c'est la date anniversaire de la proclamation de la 3e République par Gambetta en 1870. Vous voyez ensuite que ça se passe place de la République avec la statue de Léopold Maurice qui représente une Marianne forte et solide. Et puis vous avez des drapeaux français, des drapeaux tricolores, le logo RF, République française. Et voyez au fond, derrière la Marianne, un grand V qui a été installé. Alors un grand V qui rappelle deux choses. C'est d'abord le V de la victoire. En 1944, au moment de la libération, les Français affichaient un V avec les deux doigts tendus comme ça, le V de la victoire, et De Gaulle aussi d'ailleurs. Et puis ce grand V, c'est aussi finalement un grand 5 en chiffres romains pour la 5e République et la nouvelle Constitution. Ce nouveau texte sera soumis au référendum et il sera approuvé par 79,2% de oui de la part des Français. Regardez à ce sujet le lien vidéo que je vous mets sur le cahier de texte, où on a un petit extrait de ce discours justement, et où on voit De Gaulle. La question est, est-ce que la démocratie est menacée ou remise en cause? Eh bien non, il le dit. Le Parlement, l'Assemblée nationale vote toujours les lois. Et donc le peuple reste souverain dans cette nouvelle constitution. On peut donc noter sur votre fiche de travail, document 1, page 170, cette constitution approuvée par référendum en septembre 1958. Donc c'est une année que vous devez retenir, 1958, début de la 5e République, donne naissance à la
5e République, en chiffres romains s'il vous plaît, qu'on va dire régime semi-présidentiel, on pourra l'appeler comme ça, à la fois parlementaire et présidentiel. On reviendra sur l'organigramme que vous avez, page 173, dans le cadre du cours d'éducation civique, pour bien comprendre comment fonctionnent et comment sont répartis et équilibrés d'ailleurs ces différents pouvoirs. On va continuer maintenant avec les documents 3 et 4 de la page 177. Deuxième étape de cette réforme constitutionnelle, on pourrait dire, c'est... alors entre-temps, De Gaulle a été élu président de la République, en 1958, mais De Gaulle va aller plus loin et va proposer l'élection du président de la République par le peuple, au suffrage universel. C'est-à-dire que le président ne soit plus élu par l'Assemblée nationale. Donc vous avez une affiche, oui c'est vous qui élirez le président de la République, et puis on va lire le document 4, pour l'élection du président, c'est Georges Pompidou, qui était le Premier ministre de Gaulle, le 4 octobre 1962. Pour que demain, les présidents puissent à leur tour se fonder sur l'assentiment populaire afin d'y trouver la force et le courage de remplir leurs lourdes tâches, il n'est pas de meilleur moyen que l'élection au suffrage universel. Alors ce système permettra, là encore, d'affaiblir les pouvoirs de l'Assemblée nationale, mais reliera directement le peuple au président. Alors c'est à double tranchant parce que c'est une forme de démocratie directe. On vote directement pour un élu qui est le président, mais par ailleurs c'est un système qui va personnaliser le pouvoir. C'est-à-dire que le peuple vote pour une personne et on sait que là il y a un rapport de personnalisation, de séduction. On peut donc noter sur notre fiche, après référendum, à nouveau, la réforme de 1962 établit l'élection du président de la République. La réforme de 1962 établit l'élection du président de la République au suffrage universel direct. C'est-à-dire que tout le monde vote, tous ceux qui ont l'âge de voter, hommes et femmes, vont élire directement le président. Les élections présidentielles suivantes ont lieu en 1965 et De Gaulle est réélu en 1965. Pour revenir aux affaires d'Algérie, et notamment le document 1, page 174, De Gaulle, en 1958, a manœuvré pour à la fois contrôler et orienter ce mouvement insurrectionnel en Algérie en sa faveur. Ce qui est assez troublant, c'est que sur cette photographie, document 1, page 174, vous avez d'une part De Gaulle au pouvoir, et d'autre part, vive l'armée, ou l'Algérie française, nous restons français. Donc à l'époque, si vous voulez, De Gaulle s'est dit prêt à assumer les responsabilités du pouvoir de la République, mais il n'a pas condamné l'insurrection. Donc il a laissé croire aux Algériens pro-français qu'il était de leur côté. Il est même allé ensuite faire un discours à Alger avec le célèbre « Je vous ai compris ». Et en fait, il y a eu confusion, puisque en 1962, la guerre d'Algérie a continué durant cette période, une guerre affreuse, avec des tortures, avec des attentats, des Algériens d'origine européenne assassinés, des indépendantistes également assassinés, donc vraiment une guerre atroce. De Gaulle sait qu'il doit donner l'indépendance, et d'ailleurs il l'a montré aussi en Afrique dans les années 60. Il était partisan de l'indépendance des anciennes colonies. Donc, on va donc négocier avec les indépendantistes et faire cesser la guerre. Donc, on peut noter sur votre fiche, après des négociations avec le FLN, Front de Libération Nationale, indépendantiste, dont on avait parlé, la France reconnaît l'indépendance de l'Algérie en 1962, avec les accords d'Évian.
Alors, cette indépendance d'ailleurs sera suivie par un retour en France de quantité d'Algériens d'origine européenne, des pieds noirs, qui n'ont jamais connu que l'Algérie d'ailleurs, hein, et qui seront plus ou moins accueillis dans des camps de réfugiés. Et on peut citer aussi la condition des harkis, qui sont ces Algériens d'origine algérienne, musulmane, qui s'étaient mis du côté des Français et qui en partie seront assassinés par le FLN après l'indépendance ou qui seront réfugiés en France et vivront dans des conditions de travail et de vie mauvaises. On peut rappeler aussi à ce moment-là que la décolonisation concerne aussi l'Afrique noire française dans les années 1960. L'Afrique noire française, on l'avait vu dans une leçon précédente. Pour clore ce premier volet sur ce chapitre d'histoire, on peut parler de la politique extérieure que va mener De Gaulle durant ces années 60. À ce sujet, on peut prendre le document 1 que je vous ai mis sur la planche de documents. C'est un discours qu'il a prononcé à Phnom Penh, capitale du Cambodge, en 1966. De Gaulle prend ses distances avec les États-Unis enlisés dans la guerre du Vietnam. Bon, je vous rappelle que la France en Indochine a mené une guerre de 46 à 54 et que ensuite ce sont les États-Unis qui ont pris la place de la France dans ce qu'on a appelé la guerre du Vietnam, hein, le Vietnam du Nord communiste s'opposant au Vietnam du Sud pro-capitaliste. Cette guerre du Vietnam, on l'avait également évoqué, se terminera en 1974 avec le retrait américain. Donc là, en 1966, que nous dit De Gaulle ? Eh bien, la France considère que les combats qui ravagent l'Indochine n'apportent aucune issue. Suivant elle, s'il est invraisemblable que l'appareil guerrier américain vienne à être anéanti sur place, il n'y a d'autre part aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi de l'étranger venu de l'autre rive du Pacifique, quelles que puissent être ses intentions et si puissantes que soient ses armes. Bref, pour longue et dure que doivent être les preuves, la France tient pour certain qu'elle n'aura pas de solution militaire. Donc ici, De Gaulle prend ses distances avec la position américaine au Vietnam et pour lui, la guerre n'est pas tenable, n'est pas une bonne solution. Il est pour l'indépendance du Vietnam. Donc on peut noter sur votre cours, De Gaulle mène une politique extérieure d'indépendance nationale vis-à-vis des États-Unis. Une politique extérieure d'indépendance nationale vis-à-vis des États-Unis. En effet, il faut comprendre ça dans le cadre de la guerre froide. La France, même si elle est du côté du camp américain, prend ses distances et cherche là aussi à éviter la logique des blocs. Alors De Gaulle va donner à la France les moyens de cette politique d'indépendance vis-à-vis des États-Unis ou de l'URSS d'ailleurs. En effet, la France va se doter de l'arme nucléaire. Le premier essai a lieu en 1960. On peut noter, donc, il dote la France de l'arme nucléaire et pour bien montrer ses distances vis-à-vis des États-Unis, en 1966, De Gaulle retire la France du commandement militaire de l'OTAN. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'OTAN, mais on se retire de l'état-major, du commandement militaire. C'est une forme de désolidarisation du bloc américain. Là où De Gaulle montrera aussi une certaine indépendance d'esprit, à éviter aussi de se calquer trop à la pensée américaine, c'est qu'il reconnaît la Chine communiste. Chine communiste qui date de 1949, et condamne la guerre du Vietnam menée par les Américains. Reconnaît la Chine communiste et condamne la guerre du Vietnam menée par les Américains. On va terminer avec le document 2 de la planche. Document 2 de la planche, le rapprochement franco-allemand. En effet, un traité, qui s'appelle le traité de l'Élysée, va être signé entre la France et l'Allemagne de l'Ouest.
en 1963. L'Allemagne, qui est quand même le vieil ennemi depuis la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Voilà un texte